L'arbitre, M. Bill Dudley, lance le match de catch. Vous écoutez Cinéphile de notre temps, et aujourd'hui, nous vous proposons d'entendre une voix singulière du cinéma français contemporain, échappant à tous les carcans, et dont les films sont aussi inflammables que du nitrate. Cette voix, c'est celle de la cinéaste Patricia Mazui, avec qui nous avions rendez-vous le 24 octobre à la Cinémathèque française, où avait lieu le soir même la première parisienne de son nouveau film Bowling Saturn. Nous avions revu nos John Ford et nos Léon, et, tels des cow-boys, nous nous sentions prêts à arpenter les films habitant notre invité. Sauf que c'était plutôt elle le cow-boy, et nous n'étions que les passagers dans la diligence. Alors que nous pensions dérouler au trot notre questionnaire, elle l'a détourné pour imposer son rythme. Ce rythme syncopé qui n'appartient qu'à elle et qu'on retrouve dans toute sa filmographie, de Peau de Vache à Bowling Saturn, en passant par Travolta et moi. Alors chaussez vos meilleures bottes et accrochez vos oreilles, c'est parti. Dans les 10 longs métrages réalisés par notre invité, il y en a moins. En comptant ses films de cinéma et de télévision, donc ça fait 10. Okay. En tout cas, j'espère avoir bien compté. Non, mais... Un apparent rien peut mener à la plus grande et la plus éclatante des violences. La figure de Travolta, un bowling ou une pièce de théâtre. Dans ces films, les personnages semblent toujours lutter contre des parents, contre un certain ordre établi, contre eux-mêmes aussi, jusqu'à en crever souvent. Cette énergie vive et brutale, on la retrouve dans les films qui habitent la cinéphilie de notre invité. Tout y est toujours en mouvement, dans une fuite vers l'avant, jusqu'à ce que nos boyaux de spectateurs se tordent de jubilation, d'horreur ou d'angoisse, ou parfois les trois à la fois, jusqu'à ce que le film nous relâche, nous laisse hagards, qu'on puisse enfin reprendre notre souffle, sans toutefois oublier les images que l'on vient de voir et qui resteront hantées un coin de notre esprit. On espère pouvoir un peu évoquer de ce sentiment-là avec vous, Patricia Mazui. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux et heureuse que vous soyez là parmi nous aujourd'hui. Alors comme c'est de coutume, on va continuer avec une petite citation. Enfin petite. Le cinéma était un truc dans ma vie d'ado. Petit village du Jura, à 4 km de Lons-le-Saunier, pas de télé, parents un peu sérieux. Non, j'étais pas à 4 km de Lons-le-Saunier. C'est où non, c'est pas. Alors c'est pas de vous. Mais c'est pas vous, c'est une citation de quelqu'un d'autre. Exactement. Oui, voilà. c'est Stévenin. Okay. Alors je la refais. Ouais. Le cinéma était un truc énorme dans ma vie d'ado. Petit village du Jura, à 4 km de Lons-le-Saunier, pas de télé, parents un peu sérieux parce que mère institutrice, père ingénieur, fils unique, éducation un peu serrée, je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Par contre, des parents qui aimaient beaucoup le cinéma. Bref, si j'avais des bonnes notes, j'avais le droit de choisir le film. On allait au Cinoche une fois par semaine. J'étais demi-pensionnaire et avec un pote, à partir du lundi matin, on racontait le film du week-end avec bruit et bande-son. Et il y avait des gars qui nous écoutaient. Et donc ça, c'est tiré d'un entretien de Jean-François Stévenin aux Inrecuptibles en 2002. Donc, est-ce que c'est une citation dans laquelle vous pouvez vous reconnaître ? Est-ce que le cinéma, il a eu une place aussi jeune dans votre vie ou pas forcément ? Oui, après, je ne me reconnais pas à Lons-le-Saunier, mais j'étais à Dijon et je prenais le bus pour aller place d'Arcy où je voyais les films de Charles Bronson, les Sergio Leone et les Peckinpah. Voilà. Sachant que, comme Stévenin, je crois qu'il a été très marqué par les westerns et le cinéma américain aussi. Donc, c'est peut-être un point que vous aviez en commun. Oui, en tout cas, quand j'ai vu Passe-Montagne, c'est ça qui a fait un déclenchement de me dire que c'était important. D'accord. Et c'était vers quel âge ? Que j'ai vu Passe-Montagne tard. Je voulais déjà faire du cinéma et tout, mais là, tout d'un coup, ça m'a ouvert un autre genre de cinéma. Un autre imaginaire, peut-être ou... le fait qu'on pouvait faire un film en France, maintenant, moderne, enfin sur l'époque, voilà, où on soit super vivant
où la métaphysique soit en même temps avec des histoires de panne de voiture, quoi. D'accord, donc vraiment au présent. Mm. Alors on va commencer par votre portrait chinois, sans transition. Et alors la première question qu'on vous avait posée, c'est si vous étiez un animal au cinéma, dans n'importe quel des films qui existent dans l'histoire du cinéma, lequel vous seriez. Et alors nous, on s'était dit peut-être que vous allez nous répondre par des chevaux, parce qu'il y en a beaucoup dans votre film. C'est les vaches que j'aime. C'est pas Ou les des chevaux, vaches même, ouais. oui c'est vrai. Et en fait, vous nous avez répondu par un crocodile ou une tortue. Voilà, sans donner plus de réponses précises. Donc, laquelle est-ce qu'il y en a une que vous avez en tête comme ça ou... De réponse? Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Ben parce que comme on est en train de sortir Bowling Saturn et que c'est super tendu pour moi de sortir le film, j'ai besoin de carapace. Voilà. Je me D'accord. suis dit, ils sont bien protégés au niveau de la peau du dos, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est assez peu présente, la tortue, au cinéma. Enfin, c'est pas un animal qui est très symbolique par rapport au crocodile, qui est un peu iconique au cinéma. On a beaucoup d'images de crocodiles, des tortues un peu moins. Il y a la tortue ninja. C'est vrai. C'est vrai. Il y a Zita Enro dans Paul Sanchez, elle a sa petite tortue qui la quitte pas. Oui, c'est vrai. Voilà, enfin bref. C'est vrai. Bon, après, on en a quand même listé quelques-unes. Donc, peut-être vous allez vous souvenir, il y a une tortue dans Les Proies de Don Siegel, par exemple. Une petite fille qui a sa tortue, je crois. On en a dans Les Innocents de Jack Clayton aussi. Il y en a une dans un aquarium dans La Dame de Shanghai. Donc, bon, elle est quand même... elle est présente, mais de façon très discrète. Mais de toute façon, c'est assez discret comme animal. Contrairement au crocodile. Oui, mais les deux, c'était une histoire de carapace. Et on vous a demandé ensuite si vous étiez un acte ou une scène de violence au cinéma, à laquelle seriez-vous? Et là, vous avez répondu la mort. Ah, j'avais pas compris la question. Oui. C'est un peu l'acte ultime de violence, quand même. Oui, non, j'avais compris qu'est-ce qui est... la question, je m'étais dit, qu'est-ce qui est difficile à filmer? Et je me suis dit, la mort, voilà. Et alors, est-ce qu'il y a des belles morts au cinéma qui vous ont guidé peut-être pour Bowling Saturn parce que vous montrez pas mal la mort dans votre cinéma de manière générale? Ah oui. Oui. Non, c'est vrai que Nina, elle meurt à la fin de Saint-Cyr, que Laurent est tué à la fin de Paul Sanchez. On a des gros spoils. Et que... Oui, c'est vrai. Oui, et que à la fin de Bowling Saturn, on sait que ça va pas bien se finir puisque c'est une tragédie. Oui, et même dans Travolta et moi, c'est... Exact. Là, c'était pour faire le plan de la caméra qui tombe sur la glace. Voilà. Où j'avais copié sur un plan de Marcel L'Herbier. Ah oui, de quel film? L'Argent. Ah oui, d'accord. Oui. Parce que j'avais été très impressionnée par son film sur la bourse. Et voilà, voilà. Et en fait, c'est pas la partie la mieux réussie de Travolta et moi, la mort, je pense, mais ce plan, il est bien. Et c'est vrai que c'est un peu une des morts les plus... Enfin, une mort lente au cinéma. Je trouve que ce plan est long. Enfin, il dure. Oui. Mais je vous dis, c'est plus parce que là, à ce moment-là, je pense que le film, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film, mais que par contre, du coup, il y a ce moment où on voit l'adolescence qui se suspend partout, quoi. Symboliquement, il était fort. Mais narrativement, ce moment-là dans le film, je sais pas ce que je trouve qu'on est... je trouve que j'ai pas su bien raconter pourquoi Nicolas se suicide. Voilà. Oui. Et après, en dernier, on vous a demandé si vous étiez un paysage au cinéma. Lequel seriez-vous? Et là, J'ai dit quoi? Vous nous avez répondu, contre toute attente encore, une forêt de feuillus. Et vous avez précisé pas de sapin, de feuillus. Ah oui. Parce que je ne savais pas du tout quoi répondre. Le côté portrait chinois, ça ne me parle pas du tout. Donc, j'ai cherché. Et en fait, pourquoi une forêt? Parce qu'il y a de l'ombre et de la lumière. Et je me disais que voilà, on est dans des questions de cinéma. Donc, voilà, on a de l'ombre et de la lumière et les clairières, etc. Enfin, bon, après, j'aurais pu dire autre chose. Hein. Et pas de sapin, parce que j'aime pas les forêts de sapin. Je trouve ça mortifère total. C'est pas mon truc. Parce qu'ils perdent leurs épines parce que... Ils les perdent pas. Ah oui, non, c'est ça, ça reste toujours... Alors que la forêt de feuillus, elle et évolue. Je trouve qu'il y a un côté avec les cimetière saisons. avec les forêts de sapins. Mais C'est je vrai. crois qu'il y en a des très belles, hein, mais c'est pas un endroit où je me sens bien. Ça, c'est à la différence d'avec Stévenin, quoi. Qui aime beaucoup les sapins, évidemment. Et il y a des films avec ce genre de décor qui vous viennent en tête, là, comme ça, ou pas du tout?
Avec des forêts? Oui, de Il y en feuillus, a. par exemple. Il y en a plein, mais comme ça, là, on fait pas. C'est vrai que c'est pas pas un quiz, exercice facile. Comme Ouais, je sais pas, il y a La forêt pétrifiée ça. de Ah oui, Nicolas Ray, c'est vrai, qui est un très très beau film. tout à fait. Je l'ai vu il y a très longtemps, je m'en rappelle plus trop, mais je sais que je l'avais trouvé magnifique. Les challengers sont venus de Los Angeles, Californie. Elles sont chaudes et superbes, ces catcheuses. De beauté qui éclaire le catch contemporain. Les California Doors. De toute façon, on va rester du côté du cinéma américain, parce que dans la deuxième grande partie, qu'on appelle circonstances et conditions de visionnage, on vous avait demandé s'il existait un film pour vous à voir au cœur de la nuit. Et alors là, vous avez répondu par un film vraiment très électrisant, qui est Deux filles au tapis, d'Aldrich. Mm. Et alors, c'est vrai que c'est un film sur le monde du catch féminin, du spectacle. Donc pourquoi ce... C'est pareil, parce que sinon, je pouvais dire Le Privé ou Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, enfin plein, mais donc du coup, je voulais en chercher un dont j'ai pas parlé souvent. Et Deux filles au tapis, c'est un film super beau, qui est une sorte de road movie entre Peter Falk qui entraîne deux catcheuses qui doivent se faire un combattre avec deux autres catcheuses, et ils vont de motel en motel, et cette espèce de tournée de la loose, je la trouve vraiment très très émouvante et hyper belle et libre. Et puis en plus Aldrich, c'est quand même vraiment bien, quoi. C'est vrai, ça gagnerait à être encore revu, parce que bon, déjà c'est une vraie découverte pour nous, mais je pense Aldrich, pas... Ouais. vous le connaissiez pas le Pas film? si bien que ça, et ce Oui. film pas du tout. Ah oui, Et en fait- il est dingue le film, il est il est vraiment très dingue. beau. Surtout la dernière demi-heure, je trouve Ouais. qu'elle est vraiment haletante. Mm. On s'y attend pas. Ouais. trop. Oui, parce que le film, il a un rythme lent et tout, mais il est un peu road movie, quoi, avec tout ce que ça veut dire, que il y a des moments un peu suspendus, mais quand même, ce qui se passe dans le trio et avec le combat et tout, enfin, c'est vraiment bien. On est vraiment dans l'ordinaire durant tout le film, et à la fin, c'est vraiment le show, quoi. C'est le Oui. spectacle, et on en a entre guillemets pour notre argent, quoi. C'est vraiment un truc Ouais. qui sort de l'ordinaire. Non, C'est c'est un l'idée. très beau film. Avec ses rythmes Mais un je peu crois qu'ils saccadés. vont faire une rétrospective Aldrich, ou qu'il va y avoir un travail sur Aldrich qui va être fait avec Bernard Eisenschitz. Il faudrait que vous le motiviez, mais il est à fond. Ce serait génial. C'est noté. Et alors, ensuite, on vous a demandé quel rapport vous entreteniez avec le numérique et la pellicule. Alors, vous nous avez dit que ça dépendait des films, en fait, et de la façon dont ils avaient été tournés. Par contre, vous nous avez aussi dit que l'avantage du numérique, c'est qu'il y avait une légèreté possible dans les nuits, en fait, à filmer. Oui, après, de toute façon, maintenant, les pellicules... Oui, en fait, dans les basses lumières, le numérique, il est super performant depuis longtemps. Et maintenant, il commence à être bien aussi dans les hautes lumières. Mais en fait, c'est surtout que la question... j'ai pas de nostalgie. J'aime pas le côté nostalgie de la pellicule en soi, quoi. C'est pour ça que la plupart du temps, j'aime pas les films en noir et blanc modernes. Évidemment, il y a les exceptions. Je veux dire, je pense que Philippe Garrel, il vit le cinéma en noir et blanc, et chez lui, ça reste vivant. Mais sinon, je trouve que ça fait mode. Et donc, de dire le 35, c'est génial, si c'est pas organiquement, honnêtement indispensable pour le film, je sais pas, pour une raison ou une autre qui peut y avoir. Sinon, si c'est juste pour faire genre, je m'en fous, quoi. En fait, je pense que c'est comme si on disait à des gens du parlant, est-ce que vous préfériez quand c'était muet, quoi. Enfin, je veux dire, on fait avec ce qu'on a quand on peut le faire, quoi. Et vous nous parliez aussi d'une certaine douceur dans la pellicule. Enfin, que c'était peut-être un peu plus doux que le numérique. Oui, c'est-à-dire que c'est plus doux parce que c'est moins mathématique. Le numérique étant des suites de 1 et de 0, d'après ce que j'ai un peu compris, la précision est énorme et parfois elle enlève le mystère. L'argentique, sur les photos, parce que par contre sur le travail photographique, je trouve que l'argentique c'est dingue. Ça donne la matière, on a tout de suite la matière. Mais voilà. Mais au cinéma, on peut en numérique avoir de la douceur. Ça a vraiment progressé quand même. Vous pensez à un film particulier qui aurait cette douceur en numérique ? Je sais que sur Bowling Saturn, vous l'avez cherché. Oui, on a pris un objectif qui avait une matière.
Et je ne sais pas si cet objectif existait il y a 20 ans, je ne suis pas sûre, avec les débuts du numérique, quoi. Ok. Et vous avez aussi beaucoup filmé de nuit. C'est assez... pour Bowling Saturn. Oui, enfin, c'est pas de nuit, mais comme c'est en bowling souterrain, même quand il fait jour, on ne le sait pas. Ouais, on a l'impression que tout est On a toujours de nuit. l'impression que tout le film est de nuit, oui. Oui. Et pourtant, des fois, on est dans le bout du souterrain et on voit que dehors, il y a un jour pâle et normand. Mais on n'a pas le sentiment du jour. Oui. On a le sentiment de descendre dans la nuit, quoi. Mm. En descendant encore dans la nuit et les souvenirs, notre invité se rappelle des musiques de cinéma qui la hantent, des mélodies tenaces d'Ennio Morricone pour le bon, la brute et le truand, jusqu'à la mélancolique chanson de John Williams pour le privé d'Altman, en passant par les airs entêtants de Nino Rota. Elle nous explique en quelques mots pourquoi ces trois-là. Voilà, je cherchais quoi répondre et j'ai pensé à ces trois-là. J'ai pas d'autres trucs, mais non, mais parce que je les adore. Les adore. Vous les écoutez hors film? Oui, ah oui. Ben parce que celle du privé, comme ça m'évite de regarder le privé pour la 45e fois. Le bon, la brute et le truand, c'est pareil. Et puis après, celle de Nino Rota, c'est parce que tout de suite, on est avec Fellini et on est dans l'imaginaire et c'est beau. Et après, c'est des musiques qui sont... Ces trois musiques-là ne jouent pas comme musique soupe. Elles jouent comme vraie musique. J'aime pas les musiques de film quand elles sont juste didactiques, accompagnatrices soupe. Voilà. Oui, elles font avancer la narration, là. Oui, elles sont un personnage. Mm. On vous a demandé un film pour ne pas s'endormir. Oui. Que ce soit s'endormir l'acte physique ou s'endormir un peu dans un acte comme dans la société où on pourrait un peu s'endormir. Et là, vous nous avez cité... Enfin, vous ne nous avez pas cité de film d'ailleurs, et vous nous avez juste dit des films où les plans sont vivants, où vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui vous attend, mais vous l'attendez. Oui. Est-ce que vous avez un film en tête, par exemple, qui a retenu votre sommeil dernièrement? Et j'ai présenté Les plaisirs de la chair de Shima, que j'avais pas vu en grand écran. Et si je l'avais vu dans mon lit, j'aurais pas dormi. Voilà. Mais je suis bien contente de l'avoir vu en grand écran. Voilà. Alors après, pour la question sociétale, je savais pas quoi répondre. Et en fait, là, par contre, avant-hier, j'étais chez une amie en Normandie et je lui avais amené un DVD parce que je suis à fond sur les comédies italiennes en ce moment. Et j'ai vu... Oui, il y a aussi, par exemple, une vie difficile de Dino Risi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un chef-d'œuvre hallucinant. Voilà, j'ai découvert Dino Risi dernièrement. Et là, je regarde beaucoup de comédies italiennes et j'avais acheté en DVD Le Grand Embouteillage de Comencini, qui est un film tellement bizarre et tellement pas drôle, aussi triste que Bowling Saturn. Et pourtant, c'est une comédie italienne. Là, je ne comprends pas comment il a fait. Enfin bref, mais par contre, sur la société, il est hyper bien. Mais vous pouvez le raconter un petit peu? C'est un embouteillage où il y a plein de gens. C'est un embouteillage et on va d'une voiture à une autre. Et à un moment, l'embouteillage entier est arrêté. Et il va y avoir des échappées chez certains personnages. Il y a quelqu'un qui habite à côté où il y a Stefania Sandrelli qui est enceinte. Et il y a Mastro qui arrive et il aimerait bien lui toucher le ventre. Et il va repartir avec sa voiture quand l'embouteillage repart. Il y a deux vers dans le film qui est dément, qui a trop les boules d'être en embouteillage, qui parle tout seul et qui dit j'aurais dû prendre le train parce qu'en fait il va pour aller pour un rendez-vous amoureux. Il a trop envie il a trop envie de coucher et et à un moment et donc on zappe. C'est un film choral complet où les deux, tout le monde est très fort. Ugo Tognazzi, il y a même Gros Gégé qui n'était pas gros à l'époque qui fait un petit rôle, mais il y a Alberto Sordi qui fait une espèce de patron de multinationale qui arrive d'Afrique, que son chauffeur vient et qui veut doubler tout l'embouteillage parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire et pourquoi l'hélicoptère vient pas me sortir de là pour aller faire ma partie de chasse. Et Alberto Sordi est génial, mais quel acteur, quoi. Mais lui, je veux voir tous les films d'Alberto Sordi maintenant. Il est d'une précision. Lui, il est drôle et glaçant. Il y a Annie Girardot qui est avec Fernand Doré dans une bagnole
et ils sont très amoureux, ils vont se rappeler un hôtel, ils doivent aller dans un hôtel où ils vont se rappeler quand ils s'étaient connus. Et en fait, à un moment, il y a une histoire de clé et on se dit, mais ils vont divorcer. Enfin, je veux dire, et c'est totalement terrible. C'est pas drôle du tout, même si on rigole un peu par moment. Mais c'est vraiment... Mais par contre, sur le monde arrêté, il y a même les flics, ça m'a fait marrer parce qu'il y a les flics qui passent à un moment qui leur disent économisez l'essence, arrêtez vos voitures en scout au milieu. Ah, ça, c'est bien actuel, ça. Voilà, non, mais bon, donc c'est tous ces trucs-là, quoi. Il y a une gamine de 16 ans qui veut avorter et que son père veut pas. Enfin bref, il y a toute la société qui se retrouve dans cet embouteillage. Je vous le recommande. C'est Il noté. est impressionnant. Au début, il commence un peu filmer n'importe quoi, un peu filmé. On se dit, bon, il n'a pas eu tous les embouteillages qu'il voulait. Mais après, quand les voitures sont arrêtées, là, c'est du grand cinéma. Délaissant les voitures, Patricia revient aux chevaux et au western pour sa carte blanche et nous raconte la séquence d'ouverture d'Il était une fois la Révolution de Sergio Leone, décrivant avec beaucoup d'enthousiasme et de coups sur la table la présentation de ce paysan en plein milieu du désert mexicain. Donc au début, il y a des fourmis sur un arbre avec de l'eau qui tombe dessus. Et en fait, c'est Rod Steiger qui fait un péon mexicain pauvre et apparemment abruti, qui est en train de pisser contre un arbre. Et en fait, je ne sais pas comment il fait, Sergio Leone, pour obtenir ça des acteurs. C'est-à-dire que c'est vraiment expressionniste. C'est comme du cinéma muet. Et en même temps, c'est du cinéma au présent tout le temps. C'est-à-dire que il fait pipi, il remonte sa braguette. Il attend la diligence qui va passer. Il veut l'arrêter. Pauvre péon qui fait du stop. La diligence passe et ne s'arrête pas. Finalement, elle s'arrête. Et on se dit... Et il a un regard où on sait qu'il est malin. Et elle s'arrête. Et les cochers qui ont les boules d'être esclaves des puissants qui sont dans la diligence lui disent « Tiens, viens voir le péon, on va te mettre avec... on va leur faire peur aux bourgeois à l'intérieur. » Et il arrive et il fait... Et là, il tombe sur... un prêtre, un riche, une dame de 40 ans. Tout le monde est en train de manger et il veut s'asseoir sur un chapeau. Et l'autre, tu enlèves lui met le chapeau sur la chaise en lui disant non, là c'est mon chapeau. Donc en fait, on lui dit va t'asseoir là-bas. On le fait asseoir sur un bout de bois où ça serait la porte arrière de la diligence, etc. Et là, il discute de lui à la troisième personne en disant oui, de toute façon, ces pauvres péons, ils savent même pas comment ils s'appellent, ils sont tous des bâtards. Est-ce que tu sais le nom de ton père? Et l'autre dit il parle même pas. Non, mais il hoche la tête et tout. Est-ce que tu sais combien tu as d'enfants? Est-ce que tu as des enfants? Il hoche la tête. Combien tu en as? Il fait semblant qu'il ne sait pas, etc., etc. Et les autres disent, mais vraiment, et là, ils mangent, il y a des gros plans absolument... terriblement anticapitalistes. Oui, anti-consuméristes. Oui, anti-tout, quoi. Anti-bourgeois aussi. Ouais, et ils discutent avec des phrases raffinées tout en mangeant comme des porcs du fait que ces pauvres qui vivent dans la concupiscence et qui font des enfants partout et qui ne savent même pas avec qui et que sûrement... sa mère elle ne sait même pas avec qui elle l'a eu, etc., etc. Enfin bref. Et nous, on voit Rod Steiger qui les regarde et qui joue l'abruti. Et on est avec lui où on sait qu'il n'est pas abruti, mais il fait l'abruti au présent, pour de vrai. Et après, on passe le long d'un talus
où il y a toute une bande de pauvres miséreux enfants pieds nus qui sont couchés sur l'herbe avec un vieux pépé et tout, et la diligence bloque sur un caillou. Donc, ils demandent de l'aide aux petits qui se lèvent même pas. Ils disent, en plus, ils sont tellement endormis, ils sont capables de rien et tout. Sauf que juste après, il y a un mouvement de caméra, il y a un plan où les enfants sont extrêmement furtifs, se précipitent sous les roues et ensuite bloquent la diligence. Et là, tout le monde monte et c'est tous les enfants de Rod Steiger. C'était un coup fourré. Oui, c'était une attaque de diligence. Une embuscade, oui. Une embuscade absolue. Et là, ils vont les trucider, les mettre à poil, les mettre chez les cochons. Et même, il y a même une scène de viol, et que je trouve que c'est une scène de viol, mais curieusement, elle est pas. Enfin, c'est pas qu'elle est pas désagréable, mais c'est que elle est drôle, quoi. Ah ben, elle est très drôle et elle est très très ambiguë. Elle est vraiment sur la bourgeoisie. Ouais. Elle n'est pas. Elle est pas féministe ou pas du tout le propos. Non, quoi. non. Mais en plus c'est pas l'époque non plus d'être oui. féministe au moment de Sergio Leone. On est quand même avec des Italiens poilus. Voilà. Mais en effet, c'est pas du tout la question. Mais c'est ça que je trouvais assez étonnant, c'est qu'on a une scène de viol. On se dit ça pourrait mal commencer, et en fait. On peut pas s'empêcher de rigoler, quoi. Non, mais parce qu'elle est sur l'argent. Elle est sur l'argent et le pouvoir. Et lui, il reprend tout le pouvoir. Et puis, moi, ce que j'adore, c'est qu'après, il y a une énorme explosion. Il se dit, oh là là, on est attaqué. Et là, on va voir la deuxième scène, qui est l'arrivée de Lee Marvin, quoi. Voilà. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que au tout début, on a quand même les citations de Mao Tse-tung. Il commence par cette citation qui est assez... Sur la Révolution. Qui est totalement en accord avec ce qu'on va voir après de la Révolution ne peut pas se faire avec élégance et courtoisie. Oui, mais la Révolution est violente. Voilà. Mais bon, après, en plus, quand on connaît tout le film, le trajet de leur couple, du binôme... Lee Marvin avait ancien de l'IRA et lui, péonne, qui veut juste s'en sortir. Enfin, je veux dire, il y a un lyrisme total parce qu'il va il va perdre des enfants. Parce qu'il sait très bien, parce qu'il leur dit aux bourgeois, vous savez, c'est tous mes enfants, je sais très bien qui c'est. Et ça, c'est mon papa, je sais qui c'est aussi. Hein. Oui, il répond à toutes leurs questions. Oui, il répond et il est extrêmement articulé. Là, tout d'un coup, ils ne savent pas parler comme lui, ils parlent mieux qu'eux. C'est ça qui est très beau aussi, c'est comme une fable. Et ça se ressent vachement dans la musique, je trouve, parce qu'au départ, on démarre vraiment dans quelque chose de hyper trivial, avec des sons très... Presque burlesque, oui. Oui. Et après, on a une espèce de chevauchée à la musique, on est totalement dedans, quoi. On est dans une épopée, quoi. Oui. Et puis à la fin, il va devenir un héros de la Révolution, notre pauvre péonne, donc c'est quand même génial, quoi. Sans quitter les plaines de l'Ouest américain, notre invité répond à notre question « Quel western légué aux générations futures ?» en évoquant tout d'abord le surprenant film d'André de Toth, La chevauchée des bannis. Qui est incroyable, c'est-à-dire qu'avec la neige... Déjà, c'est un western de neige, tout à fait. La neige et la manière... Parce qu'il y a Anthony Mann, John Ford, Walsh, ils savent filmer les chevaux comme des dieux. Mais là, il y a une espèce de prise sur la montagne qui est merveilleuse. Et il y a une scène de bal dans le film qui est prodigieuse, quoi. Je veux dire, donc rien que pour ça, je trouve que voilà, moi j'ai pas envie d'en raconter plus, il faut le voir. C'est ça. Après, Liberty Valance, c'est que je pense qu'il faut avoir vu ce film dans sa vie, juste pour comprendre la vie, quoi. Vous vous souvenez du moment où vous avez découvert l'homme qui a tué Liberty Valance ? Je pense que je l'avais découvert quand je m'occupais du ciné-club d'HEC, l'année où j'ai passé à HEC avant de partir faire babysitter. Donc, vous l'aviez programmé, présenté ou... Oui, ou c'était... Parce que moi, j'étais présidente du ciné-club et j'avais un ami très, très cinéphile, très, très fort, qui allait à la Cinémathèque, qui était parisien, qui allait à la Cinémathèque depuis qu'il avait 8 ans et qui m'a fait découvrir la Cinémathèque. Donc, je l'ai vu à la Cinémathèque. Et c'est assez marrant parce que, quand même, L'homme qui tue à Liberty Valance, c'est un western qui annonce un peu aussi la fin des westerns. Oui, c'est un western c'est pas un western de l'époque 40-50, quoi. Mais, de l'âge d'or. Ouais. Puis c'est un western où John Wayne, il est vieux, où James Stewart, il est vieux, mais ils sont... Enfin, il est vieux, ils sont pas si vieux, mais
ils sont pas c'est pas un western de jeunes bandits qui se tirent dessus, quoi. C'est ça, il n'y a pas la dimension épique. Non, c'est un film sur la légende, quoi. Bon. Mais après, on peut dire tous les films de John Ford, enfin, j'aurais pu mettre Rio Bravo, enfin, on peut les mettre tous. Moi, le truc du western, c'est juste que je pense que quoi qu'il se passe, les années de jeunesse, elles comptent dans notre vie. Et que quand j'étais jeune, entre 10 et 18 ans, en gros, c'était ce que je voyais, quoi. Donc, c'est pour ça, je pense aussi. Puis c'est aussi parce qu'il y a du ciel, de l'espace et tout, j'aime beaucoup ça. Et ce serait ça à transmettre aux générations futures. Ce serait cet esprit de la jeunesse, finalement. J'ai pas... Oui, en tout cas, je trouve que c'est comme ça raconte, c'est mythologique et c'est des histoires qui font réfléchir quand c'est des grands westerns. Donc, elles permettent en fait, c'est des symboles pour moi, les cow-boys, les Indiens, tout ça. Je suis pas américaine, donc c'est comme des légendes et donc c'est comme les contes de Grimm quand on est enfant, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté très antique. Et puis sur beaucoup de grands westerns, je trouve que par exemple chez Hawks ou chez Ford, c'est pas que des histoires de mecs. Les femmes, elles sont super vivantes et elles sont dans un monde d'hommes, par contre. Et alors, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de la chevauchée des bannis? Parce que même si vous avez dit que vous ne vouliez pas en parler, cette scène de bal, elle est quand même incroyable et le rôle des femmes est quand même particulier. Mais il est dingue, oui. Est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu? Bah non. Bon. Non, parce que j'ai juste des plans. Il faudrait que je le revoie, en fait. Et les plans, alors est-ce que vous pourriez nous décrire les plans que vous avez dans la tête? C'était des plans où l'espace est complètement habité, mais on peut dire ça de n'importe quel bon film, quoi. Donc, c'est trop vaseux. Vous en parlerez mieux que moi, là. Bon, alors, on va rester quand même dans l'imaginaire du western et du côté des femmes, parce qu'on vous a demandé un film pour rester vertical. Et alors là, vous nous avez répondu par Certaines femmes de Kelly Reichardt. Oui, Certain Women, ouais. Parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps et j'ai été sidérée par ce film que je trouve, parce je trouve qu'elle filme génial, qu'elle sait très très bien comment filmer tout. Mais dans ce film, j'ai trouvé assez magique les croisements des personnages. Kristen Stewart, que je trouve toujours géniale, elle est la jeune fille qui part à cheval. L'indienne. Oui. Cette scène-là est magnifique dans la nuit. Mais c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, et ce film, il m'a bouleversée parce qu'il est complètement épuré, qui parle du monde de maintenant, parce qu'il est vraiment, pour moi, c'est pas du tout une Amérique de fantasmée. Oui, c'est ça. C'est pas du tout. Là, c'est pas la légende. Là, pour le coup, c'est vraiment un film réel, mais où il y a de la traversée. Et c'est pas vraiment un western. Mais comme ça, je pouvais en parler. En fait, elle part de situations de western pour en proposer quasiment le négatif, effectivement. Non, puis le début du film avec le mec qui va pas bien, là. C'est trop fort, quoi. C'est trop fort comment c'est écrit, pensé, joué, filmé dans la voiture après, les plans de voiture, c'est toujours tellement dur à faire les plans de voiture pour pas être nul. Pourquoi c'est dur à faire un plan de parce que voiture? c'est compliqué de tourner dans une voiture. À chaque fois, il faut fixer la caméra, on perd un temps fou. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent pour tourner, du coup, on fait n'importe quoi. Voilà. Donc, on fait pas n'importe quoi. On se retrouve avec toujours la même position, trois quarts d'eau. Ou alors, ou alors, il y a 1h30 de machinerie pour fixer la caméra là où on veut. Ou alors, ça s'anticipe. Mais je veux dire, là, comme c'était la construction du film, elle l'a vraiment anticipé. Et ça se ressent. Du coup, ça raconte quelque chose. C'est pas juste on est dans une voiture parce qu'on est dans le monde moderne. Je trouve qu'il y a vraiment une force tranquille dans le film aussi. Il n'y a pas de grosses ficelles, il n'y a pas de mouvements de caméra, justement, qui ont l'air virtuoses vu comme ça, alors que ce qu'elle fait est constamment surprenant et virtuose de fait, mais ça se ressent pas comme ça en tout cas. Mais c'est parce que chaque scène est vraiment aussi pensée pour qu'est-ce qui se passe dans la scène, qu'est-ce qui va se passer qui va perturber la scène pour nous la rendre surprenante. Et ça peut être un tout petit détail, une histoire de clé ou de poignée de porte, ou je dis n'importe quoi, hein, je veux dire, mais du coup, le concret de ça fait qu'on est au cinéma aussi. C'est ça. Dans le genre de détails marquants, il y a par exemple un chant d'oiseau à un moment dans le film. Donc c'est vrai qu'elle fait
feu de tout bois et du quotidien le plus trivial aussi. Mais vraiment, ce film-là, je l'adore. Je l'ai préféré à La Vache. Ah, First Co. On finit toujours par cette question, on demande à nos invités leur film refuge, en nous disant, en interprétant comme ils veulent le mot refuge. Et vous nous avez répondu plein de refuges. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous entendez par refuge ? Déjà, peut-être pour commencer ? Oui, puis d'ailleurs, pourquoi vous posez cette question ? Film refuge, ça veut dire quoi, refuge ? C'est pour pas dire film préféré, c'est pour avoir un autre mot. Ah oui, parce que refuge, ça veut dire qu'on va se réfugier. Alors pas forcément, oui, pour moi, justement. Ça dépend. Ou alors qu'on est en train de marcher et qu'on s'arrête si on est au pied de la lettre. Enfin, je veux dire, j'aurais pu mettre Mononoke, j'aurais pu mettre Mon voisin Chihiro, j'aurais pu mettre... Totoro. Ouais, non mais Chihiro. Le voyage de Chihiro. Ouais, le voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro, je trouve ça dingue, quoi. Enfin, je veux dire, bon, mais j'aurais pu mettre Alfredo Garcia, j'aurais pu mettre Le Privé, j'aurais pu mettre My Darling Clémentine, on va mettre le dictionnaire du cinéma, là. Enfin, je veux dire, quand un film est beau, il est un refuge. Et il y en a qui vont vous parler plus fortement que d'autres. Donc ceux-là, j'en ai parlé déjà. Et vous les revoyez, ces films qui vous marquent ? Il y a des films, par exemple, Abemus Papam, je l'ai vu 17 fois. C'est précis, quand même, 17 fois. C'est parce que je compte maintenant. Parce que je me dis, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Et pourquoi vous l'avez vu ? Parce que j'ai adoré ce film. Après, je suis retournée le voir une deuxième fois en salle. Après, j'ai acheté le DVD. Et après, chaque fois que quelqu'un venait chez moi, parce que j'adore cette histoire du mec qui se retrouve pape et qui dit non au pouvoir parce qu'il voit le chaos du monde. Je trouve ça très beau et très fort. Et Piccoli, extraordinaire. Et tout le film et tout, etc. Et la musique dedans, génial et tout. Et en fait, chaque fois que quelqu'un vient chez moi et qui regarde un peu les étagères et qui voit, je leur dis, tu l'as vu, Abemus Papa ? Mais s'ils disent non, je dis, c'est pas possible, il faut que tu le vois. Je vais faire la cuisine ou je vais faire du ménage ou quoi, mais le problème, c'est que quand je le remets, je regarde si le son est assez fort et tout, et je ne peux pas partir. Je le regarde de nouveau. Et donc, j'en suis à 17. Et sinon, il y a d'autres films que j'ai vus plein de fois aussi. Enfin, les Sergio Leone, peut-être pas 17. Mais presque. Mais non, mais une dizaine. Et le Privé, je l'ai bien vu 20 fois. Voilà. Mais votre plaisir, il est aussi dans les montrer aux autres. Enfin, Abemus Papam, il y a quelque chose de... Et c'est parce que parfois, ça peut être un peu particulier, je trouve, de montrer les films à quelqu'un, surtout quelqu'un qu'on aime, dans le sens où on sent son regard et s'il n'aime pas le film, il y a quelque chose de... Ah non, mais Abemus Papam, si quelqu'un le voit chez moi et qu'il n'aime pas, je le sors. Ça n'est pas possible. D'accord. Voilà. Non, mais en fait, si je montre un film à quelqu'un que j'aime, je pense qu'il... Ouais, il est obligé d'aimer, il n'a pas le choix. Je suis un peu facho, là. Oui, je vais être complètement fasciste. Ouais. C'est une bonne fin. Merci beaucoup, Patricia, pour ce super entretien. On en profite pour remercier également Élodie Imbeau qui nous permet d'enregistrer à la Cinémathèque française, Gabriel Régnier pour sa musique et Karine Durance pour avoir rendu cet enregistrement possible. Vous avez pu entendre durant cet entretien 2 extraits du film « 2 filles au tapis » de Robert Aldrich et un extrait de la séquence d'ouverture du film de Sergio Leone « Il était une fois la Révolution ». À la prochaine!